Salut les terriens! Salut les terriens! Alors les terriens de ce soir sont Caroline Vigneault. Caroline Vigneault, bonsoir. Bonsoir. Alors vous êtes actuellement sur scène à la Comédie de Paris avec un spectacle intitulé Caroline Vigneault quitte la robe. Vous étiez avocate, vous êtes devenue comique. Comme précédent, il y a quoi? Maître Collard, peut-être? Ouais, grand comique. Autre terrien avec nous ce soir, Pierre Lescure. Pierre Lescure, bonsoir. Vous êtes l'ancien président de Canal+, et vous êtes ici ce soir pour nous annoncer que, vu qu'Antoine Decaune revient, vous aussi, vous voulez bien revenir et redevenir président de la chaîne. J'espère qu'ils n'ont pas changé les serrures. Autre terrien avec nous ce soir, Nicolas Dupont-Aignan. Vous êtes député de l'Essonne, Nicolas. Oui. Rassurez-moi, vous n'y vivez pas. Pourquoi vous dites ça? C'est un beau département, vous devriez venir voir. Et Yvan Le Bolloc. Yvan, bonsoir. Vous êtes actuellement en tournée avec votre groupe Ma Guitare s'appelle Revient, dans un spectacle intitulé Tous les chemins mènent au Rhum. Et votre prochain album sera offert pour tout achat d'une Mercedes E300 1984. En P3, après le zapping et Gaspard Proust, nous accueillerons notre invité du samedi 20h, ce soir Guillaume, qui a combattu en Afghanistan et qui a aimé ça. Voilà, l'émission s'appelle Salut les terriens et le groupe Les Gréments de Fortune. Pierre Lescure, bonsoir. Alors j'étais ici ce soir parce qu'après avoir créé Canal+ Sport, Canal+ Family et Canal+ Série, le groupe a décidé de créer Canal+ Arthrose. Con. Comme vous le savez, Pierre, Canal+ tient beaucoup aux membres de Canal historique, les morceaux de la vraie croix. Il y a Groland, il y avait Denisot, bientôt Decaune. Il faut que survive le fameux esprit Canal. D'abord, je n'ai jamais très bien su ce qu'était l'esprit Canal. Ouais. Je pense qu'on a eu le mérite de remplir une page blanche et de ne pas retenir le stylo. Ouais. De se laisser aller, de pouvoir presque tout essayer. Donc ça a créé un certain esprit de curiosité, de novation et de liberté. L'esprit Canal, en fait, c'est un peu comme l'ingrédient secret dans le Coca-Cola. On n'est pas sûr que ça existe, mais tout le monde y croit, en fait. Exactement. Ouais. Mais c'est pour ça, c'est bien de continuer à l'arroser un peu. Voilà. Mais c'était pas la coke, l'esprit Canal. Ah non. Quoi, c'est une légende? Bien sûr que c'est une légende. Oh, c'est trop triste. Mais non, mais si c'est... Pour une raison simple. Si les gens avaient bossé autant simplement avec ce carburant-là, ouais, ils seraient tous morts, ouais, ou la majorité. Aujourd'hui, si on a 30 ans, ça veut dire qu'il y a plein de gens de mon âge qui, comme vous, nous portons très bien. Alors, vous avez vu, Pierre, que Michel Denisot arrête, il quitte Canal. Vous ne pensiez pas voir ça de votre vivant, en fait. Non, lui non plus. Oui. Mais en même temps, c'est vrai que quitter Canal et 8 jours plus tard lancer Vanity Fair France, c'est pas mal. Tout va bien, il s'en sort bien. Alors Antoine Decaune est de retour sur Canal. Vous n'avez pas peur que ça lui fasse un peu bizarre de découvrir les études marketing, les mesures d'impact des vannes sur les cibles 15-34, tout ça, c'est pas... À la fois, il est fédérateur, mais c'est pas un consensus mou. Ouais. Il a toujours terriblement travaillé. Ouais. Vous aimez ça. Tout est toujours tenu et en même temps, il y a de la liberté. Ouais. En plus, il a un truc qui m'exaspère. C'est sa jeunesse. Ouais. Il a quasiment 60 ans. Il a 60 balais. Ouais. C'est Dorian Gray, celui-là, mais sans se forcer. Alors, Pierre, vous êtes ami avec François Hollande depuis 30 ans. C'est pas un peu long, parce que moi, ça fait un an. Déjà, j'en ai marre. Non, je le connais bien, puis on s'est surtout vu sur le plan privé avec des tas de gens, des tas de copains. On se voyait au théâtre, on se voyait... pour le plaisir, et vous savez bien qu'il est de commerce extrêmement agréable. Donc l'amitié se cultive bien avec lui. Alors, François Hollande nous a confié une mission délicate, car l'un des objectifs de cette mission était de restaurer la confiance entre le pouvoir politique et les milieux culturels. Le bilan d'Hadopi, c'est vrai que c'est quand même pas énorme, quoi. En 2 ans et demi de surveillance, il y a eu 2 condamnations,
Et c'est quand même une organisation qui coûte chaque année aux contribuables 12 millions d'euros. Je suis d'accord sur le coût excessif pour le service rendu, mais il y a un service de l'Hadopi qui a très bien fonctionné, c'est ce qu'on appelle la riposte graduée. Ils ont envoyé plus de 2,5 millions de courriers en premier avertissement. À 95%, il n'y a pas eu récidive. C'est pour ça qu'il y a eu 2 condamnations. Ouais. Dans votre rapport, vous préconisez de conserver le principe de la sanction, mais en remplaçant la coupure de l'accès Internet par une amende et de confier les fonctions d'Hadopi au CSA. Ça, c'est du vrai Hollande. Hein. C'est-à-dire tout le monde est content, quoi. On se fâche avec personne. C'est tout à fait ça. Oui, mais on peut le prendre comme ça. Moi, je peux le prendre de façon plus raisonnable. On n'allait pas conserver une autorité administrative indépendante qui coûte si cher pour seulement la riposte graduée. Parce que le CSA, ça coûte déjà beaucoup de blé, il faut le dire. Oui, mais le CSA, j'en suis convaincu, va prendre de plus en plus d'importance à l'avenir. Alors, les milieux culturels sont rassurés, puisque donc, il n'y a pas de licence globale. Les pirates sont rassurés, parce que l'amende, elle est 60 €, donc tout le monde est content. La récidive coûtera plus cher. Ah oui? En tout cas, c'est ce qu'on propose. Non, ça peut monter pas loin de 1000. Alors, est-ce que vous avez impliqué Claude Sérillon, le conseiller en communication de François Hollande, dans cette réflexion? Eh bien, pas du tout. Vous avez eu raison. Parce qu'en fait, c'est un visionnaire, le mec. Au moment du lancement de Canal+, il avait dit à André Rousselet, une télé payante, ça ne peut pas marcher, et surtout, c'est scandaleux de faire payer la télé, quand même. C'est extraordinaire. Quand vous étiez petit, votre idole, c'était Achille Zavata. Hein? Oui, c'est vrai. Et maintenant, c'est François Hollande. Il est fan. Mais... j'ai pas mieux. Alors, Caroline Vigneault, rebonsoir. Rebonsoir. Alors, vous, quand vous étiez petite, votre rêve, c'était de devenir avocate. Vous y êtes arrivée. Ouais. Mais en 2001, vous aviez participé à un spectacle de fin d'année de l'école de formation du barreau au Cirque d'Hiver. Alors, c'était une parodie de Grise où vous jouiez le rôle d'Olivia Newton-John. Oui, c'est vrai. Sauf que je sais pas chanter, mais oui. En fait, ça vous a donné le virus de la scène. Non, mais c'était dingue. Hein. Enfin, on s'est retrouvés à moitié à poil à faire des conneries. Enfin, c'était horrible. Mais il s'est passé un truc magique. Les gens se sont mis à rire. Et ça a été, pour moi, la première fois. Oui, vous dites, quand j'ai entendu les gens rire, j'avais envie de tout arrêter pour leur dire que c'était moi qui avais inventé les vannes. C'est vrai. C'est exactement ça. C'est-à-dire que les avocats, il leur faut pas beaucoup pour effectivement monter 3 marches et faire rire les gens, parce qu'ils ont une facilité d'écriture, l'éloquence est là, et si tu rajoutes une pointe d'humour qui est jamais très très loin, en plus, parce que ce sont des gens très brillants. Mais surtout que ça fait du bien, notamment quand on fait du pénal, parce que des fois c'est lourd, enfin, surtout une fille. Moi, j'ai eu des petits soucis avec des clients. Les braqueurs, c'était un vrai problème en fait. Je me souviens un jour, il y en a un qui m'avait dit non mais moi il faut un avocat, un vrai. Enfin, le jour où je vole une baguette de pain, tu vois, je t'appelle. Mais là, c'est un vrai problème. Ok. Ça me fait plaisir. Alors, en 2007, avec des camarades comédiens avocats, vous participez au festival Juste pour rire à Nantes. Et là, vous prenez un bide, mais monstrueux, quoi. Ah, c'est dans l'histoire des zéniths de France, je pense que c'est le bide. Le four. Mais le four, mais intersidéral. Ouais. Après ça, vos copains, évidemment, sont au bord du suicide. Oui. Mais vous, en fait, vous êtes accro à la scène, puis vous dites Complet. finalement, j'ai fait une scène de 7000 personnes. Donc ça vous conforte, en fait. Parce qu'après, on est rappelés tous sur scène. Donc on est avec toutes les stars, les gens qui ont réussi, et nous, on est au milieu et les gens nous applaudissent. Donc on est comme ça, on sourit. Et quelque part, je me disais, il y en a un peu pour moi aussi, alors que pas du tout. Alors le lendemain, au bureau, vous travaillez sur un contrat de réassurance et vous n'arrivez pas à vous concentrer. Ouais. Et vous J'ai un sourire jusque-là, en fait. Vous écrivez votre lettre de démission. Vous sautez dans le vide, quoi. Ouais. Alors, 7 ans de carrière d'avocate, ça représente combien de clients condamnés juste parce que vous aviez essayé de faire rire le juge? Franchement, je pense que c'est ça la misère, c'est que les clients, là, s'ils me voient bonjour, hein, ceux qui sont en prison, ils ont la télé bonjour. Ils comprennent. Mais quand vous avez vu qu'un client prenait perpète pour un stationnement gênant, vous êtes dit, il faut que j'arrête. Il faut que j'arrête, c'est clair. Non, alors aujourd'hui, vous êtes à l'affiche de la Comédie de Paris, avec un spectacle qui s'appelle Caroline Vigneault quitte la robe. Magnifique affiche. Alors, ce qui est un peu gênant, si vous appeliez Caro et pas Caroline, on verrait votre téton. Je sais. Ça, mais la vie est mal faite. C'est un peu dommage. C'est ça. Ouais. Alors Anne Romanoff avait fait la même chose il y a quelques années. Les gens ont eu peur. Oui, c'est vrai. Non. C'est une fille extraordinaire. Je sais, c'est votre copine. Ouais. Non, c'est pas ma copine, je la connaissais pas, mais c'est la seule qui m'a tendu la main dans ce métier. Oui. Donc, vraiment une fille. Bon, alors on regarde à quoi ça ressemble.
Bonjour, voilà, je me présente, Maître Caroline Vigneault. Je suis l'avocate commise d'office pour assurer votre défense. Voilà. Commise d'office, ça veut dire que je suis obligée de le faire, hein, et que je ne vous coûte rien. Hein. C'est mieux qu'une pute. Alors, quand j'ai annoncé à mes parents, Vosgiens, que je quittais la robe d'avocat pour devenir humoriste, ma mère a super bien réagi. Ah, je vous jure, hein, elle s'est jetée sur mon père pour le réanimer. Caroline Vigneault, avocate commise d'office. Non, soumise d'office. Hein. Voilà, Caroline Vigneault quitte la robe à la Comédie de Paris, c'est bien, hein? Ouais, c'est bien. Parfait. Nous sommes toujours en compagnie de Caroline Vigneault, de Pierre Lescure, de Nicolas Dupont-Aignan et d'Yvan Le Bolloc. Yvan Le Bolloc, bonsoir. Bonsoir Thierry. Donc, vous êtes en tournée dans toute la France avec votre groupe Ma guitare s'appelle Revient, dans un spectacle intitulé Tous les chemins mènent au Rhum. Continuez le délire, quoi. Non, mais je crois. Au début, c'était rigolo. Il se prenait pour un gypsy king. Il mettait des chemises bizarres et tout ça. Il voyageait en caravane. Mais là, ça va trop loin, Yvan. Ouais. Je comprends que vous aimiez le camping, mais enfin, vous n'êtes pas gitan, Yvan. Le seul breton qui est devenu gitan, tu sais. Drame de l'alcoolisme. Financièrement, ça va? Tu t'en sors? C'est-à-dire que si tu pouvais faire... T'as pas 1500 € pour m'acheter un jean? Parce qu'aujourd'hui, en dessous de 1500 €, pas ça. Mais cette veste, on te l'a donnée, non? Et tu sais que c'est la même que la dernière fois? Je suis venu, je crois, l'année dernière, je crois que c'est la même. Alors, on a quelques photos de tes chemises, quand même, parce que c'est extraordinaire. Voilà. Oh mon Dieu. Voilà. Alors, quand Sarkozy a été élu, il voulait quitter le pays, Yvan, mais le problème, c'est que ces chemises sont interdites dans la plupart des pays d'Europe. Ça clignote à la frontière. Alors, Yvan, vous êtes satisfait de votre ami François Hollande? On a du souci avec François un peu. Ouais. Enfin, nous, à gauche, on a vraiment du souci avec François. Mais ce qui est bien remarqué avec la gauche, c'est que quand Valls expulse des Roms, maintenant, ils demandent aux Roms de sortir de leur baraque avant de passer le bulldozer, quoi. C'est ça qui a changé par rapport à la droite, quoi. Ça permet de garder 2-3 pantalons, ouais. Et une cafetière. Non, mais sérieusement, quand on expulse des Roms, personne ne réagit, ni la droite ni la gauche. Et on pourra construire des murs aussi hauts que le ciel, ils viendront quand même. Ouais. Et il n'y a pas qu'eux qui viendront. Ouais. Tous viendront. L'Afrique viendra. Ouais. Aussi. Moi, je crois que la seule façon de nous empêcher de venir, c'est d'avoir des pare-brises propres. Je sais pas, moi, je suis pas homme politique, j'ai pas la solution. Mais il y a des communistes, notamment en Seine-Saint-Denis et dans le Nord, qui, eux, ont pris la décision. Sur ce terrain-là, on va construire 4 Algeco, on va mettre de l'eau, de l'électricité, puis on va inscrire les enfants à l'école. Eh ben, il y a quand même des édiles très courageux qui font ça. Et moi, mon boulot, c'est de leur filer un coup de main, bien entendu. Qu'est-ce que vous faites avec vos Roms, vous? Moi, je pense qu'il faut arrêter avec cette fausse générosité. Il y en a marre de ce discours qui fait croire qu'on est des méchants quand on lutte contre des mafias. Moi, dans le camp de Rome, il y avait 1000 personnes. C'était le Moyen-Âge. La loi républicaine n'existait plus. Les filles étaient tabassées si elles n'allaient pas se prostituer. Les garçons étaient tabassés s'ils n'allaient pas mendier. Il n'y a plus de loi républicaine. Moi, je ne pense pas que ce soit un service à rendre ni aux Roms, ni à la France. Et puis, comme il n'y a pas de frontières dans notre pays, eh bien, ils sont expulsés, ils reviennent le lendemain. Et si on continue comme ça... Non, mais justement, moi, j'estime qu'ils ne doivent pas rentrer dans notre pays. Et si on continue comme ça, eh bien, on aura un pays ingouvernable avec des mafias partout. Moi, j'estime que c'est à la France de savoir qui peut rentrer, qui peut sortir. Leur situation est dramatique. Non, mais c'est Schengen, pas parce que... Mais justement, moi je refuse ça. Mais je sais bien, vous refusez Schengen, mais enfin Schengen, ça existe. Il y a 2 millions de Roms qui sont maltraités en Roumanie. On a donné des milliards d'euros à la Roumanie, qui est un pays corrompu, qui a pris l'argent qu'il n'a pas donné aux Roms. Exact. Et moi je veux bien qu'on accueille toute la misère du monde dans notre pays. On va reproduire le problème. Ce qu'il faut, c'est traiter le problème en Roumanie. Et pour ça, on ne peut pas continuer à laisser s'installer dans les bretelles d'autoroute, dans les villes de banlieue où ne vivent pas les gens qui défendent les Roms en parole sur les plateaux de télé. Si on ne met pas un haut là, on n'aura pas d'intégration possible, on n'aura pas d'assimilation, on aura la misère. C'est facile de commenter la misère de loin,
Mais quand on est devant, il faut bien des règles. Non, mais ils y sont les principes, vous pouvez pas dire ça. Non, ils ne sont pas appliqués. Bien sûr que si, non. mais on les a... Ah là là, ça me rend c'est la misère, c'est la délinquance. La France, c'est quand même une terre d'accueil. Enfin, moi, j'ai appris ça à l'école, j'ai appris ça. Mais pas pour la délinquance. Pourquoi vous associez Rome et délinquance? Ah bah c'est la réalité. C'est la réalité. Mais il n'y a pas que des Roms qui sont délinquants. Ah non. Vous savez, moi, j'ai été avocate et je vous jure, j'ai pas eu de Roms comme délinquants. Eh ben, moi, j'en ai beaucoup. Et je vais vous dire, justement, c'est en laissant des gens dans la misère, sous des mafias, commettre des actes de délinquance, qu'après, vous avez l'assimilation entre Roms et délinquants. C'est quand la République est faible... C'est parce que vous la faites? Non, c'est parce qu'aujourd'hui, vous le savez, c'est des mafias roms qui sont installés dans le pays, qui exploitent des gamins, qu'on les force à voler, et que la République généreuse dit c'est magnifique, on est généreux, on laisse. Elle existe en général. Ben oui, mais il faut la combattre. Mais c'est pas parce que c'est des Roms qu'on ne doit pas la combattre. Et si on veut lutter contre l'amalgame, il faut être beaucoup plus ferme. C'est la République. Ça s'appelle la République, sinon c'est la jungle. Et en même temps, je dois dire, on a reçu un Rom ici l'année dernière, un jeune gars formidable, qui avait trouvé un boulot, qui voulait bosser. Mais on est d'accord, mais à la condition qu'il y ait un ordre républicain qui s'applique. Mais c'est pareil. Sinon c'est la jungle pour tout le monde, mais actuellement, vous avez 200 000 Roms qui sont arrivés en 6 mois, 1 an, parce qu'ils savent qu'ils auront les aides sociales, qu'ils auront la clémence de la justice et qu'ils sont mieux traités ici qu'en Roumanie. Mais vous habiteriez chez eux, vous feriez pareil. Mais peut-être, mais bien sûr. Non, mais c'est ça qu'il faut regarder. Et les Africains, c'est pareil. Et alors on met tout le monde en France. Mais on met tout le monde, on ne parle pas tout le monde, on parle des gens qui ont eu la chance, qui ont réussi. Moi, j'ai envie de dire, ceux qui ont passé les frontières, qui sont là, qui travaillent, je ne vois pas pourquoi on leur dit, allez hop, dehors. En plus, ils sont européens. Ah bah oui. Et bien alors, vous aurez, quand vous aurez un camp de Roms aux Champs-Élysées, au Jardin du Luxembourg, à Neuilly, vous verrez, ça sera magnifique. Sur les champs, magnifique. Supportez ce qu'on a dans nos banlieues, supportez ce que vivent les gens dans nos banlieues chez vous, et après, vous changerez d'avis. Si c'était aussi simple que ça, si c'était aussi simple de tordre le bras du gouvernement roumain et de leur dire maintenant, vous arrêtez vos conneries et vous donnez un traitement décent aux citoyens de votre pays, ça se saurait. Oui, mais ça se saurait. C'est juste impossible de faire ça. Mais ça a marché à un moment, pardonnez-moi. Pour l'instant, ça ne marche pas. Quand on avait des frontières, il n'y avait pas 200 000 Roms en France. Aujourd'hui, on a ouvert notre porte. On contrôle rien, donc c'est sans fin. Oui, c'était à l'époque où il y avait un ordre républicain, où il y avait de la liberté et il n'y avait pas l'exploitation des hommes. Parce que c'est facile quand on est riche. C'est facile quand on est riche d'accepter la misère, de la tolérer et de voir qu'on dresse les gens les uns contre les autres. Pierre, ce que je pense, c'est que on reviendra pas aux frontières, on reviendra pas à Schengen, mais je suis sensible à ce que dit Nicolas Dupont-Aignan. On doit se donner les moyens, sinon on est un apprenti sorcier, on doit se donner les moyens d'intégrer et d'accompagner ceux qu'on laisse rentrer. On peut déverser. Vous savez, on est le seul pays au monde qui déverse des aides sociales. Donc ils viendront tous en France. On est le seul pays au monde qui déverse des aides sociales comme ça. Ils ne viennent pas tous en France? Bien sûr, mais c'est la réalité. Des maires communistes, socialistes, gaullistes, de toutes tendances sont affolés par ce qui se passe. Bien. Alors Nicolas Dupont-Aignan, rebonsoir. Rebonsoir. Vous êtes député de l'Essonne, président de Debout la République, et vous êtes ici ce soir parce que depuis quelques mois, un phénomène est né. Vous apparaissez, Nicolas, de plus en plus comme le sauveur dont la France a besoin. Un immense mouvement de soutien se fait jour autour de vous. On réclame votre retour, et l'imagerie populaire se déchaîne, regardez. Si, c'est drôle. Là, ça me fait marrer parce que la petite pochette, ma fille me l'a offert pour mon anniversaire. Et voilà. Alors l'avantage avec votre parti, c'est qu'on peut être contre la mondialisation, contre l'Europe, contre le mariage gay, pour le retour du franc, pour la préférence nationale, tout ça sans voter Front National. C'est un peu le FN light, quoi. C'est le FN sans les skinheads. C'est toujours le même argument, en fait. Et j'ai compris, vous voyez, pourquoi il y a toujours ce même argument. Toute personne qui, dans la bonne société, la pensée unique française, refuse cette jungle, cette mondialisation jungle, ce désordre permanent. Moi, je viens de la bonne société, moi. Toute personne qui refuse la pensée unique est immédiatement dans notre pays assimilée au Front National. Et ce faisant d'ailleurs, vous renforcez le Front National. Souvenez-vous, quand il y a eu le référendum de 2005, les Français ont voté non à 55%. Eh bien, tous les opposants à la Constitution européenne, sur les plateaux de télévision, on était tous Front National. Mais il n'y a pas 55% de Front National. Moi, dans ma ville, je suis maire d'une ville, j'ai été élu à 80%. Je suis le maire le mieux élu de France, d'une ville de 30 000 habitants. Est-ce que vous croyez que si j'étais Front National,
il y aurait 80% des habitants qui auraient... Alors vous n'êtes pas Front National, c'est ce que je veux dire. Vous êtes Front National light un peu. Mais non, ça c'est votre idée. Je suis contre cette hypocrisie monstrueuse qui veut faire passer cette mondialisation dégueulasse, qui favorise toujours les mêmes, pour le nirvana de la liberté. C'est la liberté d'une petite poignée de privilégiés qui ont du boulot alors que les autres n'en ont plus, qui voyagent alors que les autres n'ont même plus d'argent pour voyager. Et je voudrais qu'il y ait un peu plus de justice et qu'on défende notre pays. C'est tout. Je veux qu'on défende les Français. Pendant 20 ans, on a obéi à tout le monde, à Bruxelles, à Francfort, à New York, à toutes ces entreprises mondialisées et tout, et que le résultat, il est catastrophique. Ça, c'est sûr. Donc je dis qu'il y a peut-être un moment où il serait peut-être temps de défendre les intérêts du pays, comme le font les Japonais, comme le font d'ailleurs les Allemands, comme le font les Américains, les Brésiliens, les Argentins. Tous les pays qui réussissent dans la mondialisation défendent leurs intérêts. Parlez comme mon grand-père. Eh bien peut-être. Mais moi, il y a beaucoup de jeunes qui sont dans mon mouvement, et si vous regardez le baromètre Paris Match, la plus forte popularité des moins de 24 ans, elle est pour moi. Est-ce que vous êtes pour le protectionnisme? Enfin, oui. Sexuellement, je veux dire. Bon alors, votre idole, c'est De Gaulle. Oui. Vous dites tout le temps, il faudrait que des hommes comme lui aujourd'hui, etc. Oui. En même temps, on dit la même chose de Coluche, vous savez ça. Oui, sauf que lui, il a fait ses preuves, De Gaulle, quand même. Vous demandez parfois, évidemment, ce que De Gaulle ferait s'il était à votre place. Déjà, je pense qu'il serait avec nous ce soir. Il aurait ses Ray-Ban. Il parlerait du lifting de Tante Yvonne. Qu'est-ce qu'il ferait, De Gaulle, s'il était là? J'ai pas à juger, je suis pas le retour de Gaulle sur vous êtes quand même le plus gaulliste des hommes politiques. Mais non, Nicolas, quand même. Je pense qu'il y a toute une catégorie de dirigeants français, chefs d'entreprise, hommes de médias certains, grands hommes politiques du PS et de l'UMP, qui considèrent en gros que la France, elle est finie, qu'on doit être une sorte de petit pays, de petite région du monde, obéissant aux Américains, aux Chinois, et on s'en tire comme on peut. Ben moi, je considère qu'on a une exception, qu'on a des valeurs, qu'on a un territoire à défendre, et je pense qu'on pourrait faire nettement mieux. Voilà. Bon, alors on sort de l'Europe? On ne sort pas de l'Europe. On la reconstruit. Ouais. Ce qu'on a fait avec Airbus, par exemple, c'est magnifique. Il n'y avait pas l'euro, il n'y avait pas la Commission de Bruxelles. On a fait un avion européen. Pourquoi on ne fait pas une voiture propre européenne? Pourquoi on ne fait pas un médicament contre le cancer européen? Pourquoi on ne fait pas des autoroutes numériques européennes? Mais tous ces bureaucrates, ils s'en foutent complètement. Pardonnez-moi de m'exprimer ainsi. Qu'est-ce qu'ils font? En revanche, ils veulent contrôler tous les détails de la vie des pays. Mais laissons les pays vivre et faisons des projets. On va en parler, c'est le thème du débat. Vous n'êtes pas convaincu, vous, hein? Pas du tout. Pas du tout, hein? Désolé. Vous aimez bien l'Eurovision, vous dites qu'il n'y a plus l'Europe. C'est ça, moi, c'est exactement ça. Non, mais moi, après, je suis beaucoup plus jeune, c'est sûr. Et la seule chose dont je me souviens... pas une question d'âge. Je pense un peu. Vous faites parmi tous ces gens qui n'arrêtent pas de dire tous les problèmes qu'on a, c'est la faute à l'Europe. J'ai juste envie de dire, allez, un avocat se lève et dit il y a 2 secondes, l'Europe, faut pas oublier qu'elle est super côté. Mais l'Europe, on la construit nous-mêmes, elle n'est pas de l'extérieur, donc moi ce que je demande, c'est qu'on construise une autre Europe. Eh bien, on va en parler. C'est l'enjeu. On passe maintenant à l'actualité de la semaine avec l'édito de Blacko, et c'est Jean Quatremer, journaliste à Libération, que nous retrouverons sur ce plateau après le magnéto. Une fois de plus, on peut être fier d'être français. En effet, la France vient de remporter une grande victoire en préservant son exception culturelle. Alors que l'Union européenne et les États-Unis s'apprêtent à négocier un accord de libre-échange, la culture sera préservée face au rouleau compresseur américain. En effet, pour sortir de la crise, l'Europe et les États-Unis veulent créer un grand marché unifié transatlantique. Obama a donné son accord en février et Barroso, le président de la Commission, espère que l'accord sera conclu avant 2015. L'idée, c'est de supprimer toutes les règles contraignantes qui font obstacle au commerce entre les USA et l'Union européenne. Théoriquement, ça devrait stimuler l'activité économique, donc créer des emplois et de la croissance. Mais la France refuse de considérer la culture comme une marchandise soumise aux lois du marché. L'exception culturelle, c'est un principe qui a toujours été évoqué et à chaque fois écarté l'exception culturelle des négociations commerciales. Pas question donc d'abandonner le système de subvention qui permet à notre cinéma de survivre. Et à nos acteurs d'être si bien payés. Avant, il était Alain Delon. Et pas question non plus d'abandonner la règle qui oblige les radios à diffuser un quota de chansons françaises. Résultat, Manuel Barroso accuse la France de jouer perso. En effet, si l'Union refuse d'assouplir les règles dans le domaine culturel, en échange, les Américains seront en position de force pour réclamer des concessions dans d'autres domaines.
Par exemple, les Américains consomment des OGM qui représentent 40% de leur surface cultivée. Alors, l'Europe doit-elle accepter les OGM ? Faudra-t-il, comme les Américains, consommer du bœuf aux hormones ou encore des poulets désinfectés au chlore ? Vous avez sans doute un avis sur la question. Sauf qu'on s'en fout complètement, car aux dernières nouvelles, il n'est pas prévu d'organiser un référendum pour demander aux Français leur avis sur cette question. C'était l'édito de Blacko, mise en image de Julien Grave, voilà. Jean Quatremer, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste à Libération, correspondant à Bruxelles et spécialiste des institutions européennes. Bienvenue parmi nous. Alors, le 14 juin 2013, 27 États membres de l'Union européenne ont donné mandat à la Commission européenne, dirigée par Barroso, pour négocier avec les États-Unis un marché commun transatlantique, c'est-à-dire une grande zone de libre-échange. Alors, la France a obtenu effectivement que l'audiovisuel soit exclu des négociations. Et là, Barroso, qui est censé nous défendre face aux Américains, a dit qu'en fait, les gens qui défendaient l'exception culturelle, c'était des réactionnaires. Alors évidemment, tout de suite, il y a eu des levées de boucliers. Montebourg a dit « Barroso est le carburant du FN ». Duflot a dit « Barroso, c'est un gendarme qui regarde de haut les pays européens ». Juppé a dit « Quelle naïveté dans cette vision de la mondialisation heureuse ». Bertrand Tavernier a dit que c'était un traître, un salopard. Costa Gavras a dit que c'était même dangereux pour la culture européenne. Enfin, voilà, quoi. Donc, le sujet, c'est Barroso. C'est vrai que pour nous défendre face aux Américains, c'est pas le meilleur avocat possible, hein. D'abord, il faut se rappeler qu'il a nommé. C'est Nicolas Sarkozy. Ouais. Avant, c'était Jacques Chirac. Barroso, vous savez, c'est, je dirais, allez, une sorte de bon chien qui fait là où on lui dit de faire. Parce que derrière, les chefs de gouvernement soutiennent complètement, évidemment, cet accord de libre-échange avec les États-Unis d'Amérique. Il ne faut pas croire que c'est la méchante commission seule qui le veut. Tout le monde en a envie. Et même du côté du gouvernement français, gouvernement socialiste, moi j'ai parlé avec des gens au sein du gouvernement, je leur ai dit, mais pourquoi vous ne bloquez pas ce truc ? Parce que, honnêtement, c'est la pire idée qu'on ait jamais eue de faire ce grand marché transatlantique. Vous dites ça, vous ? Mais je suis totalement opposé. Pour une fois, on est d'accord. Parce que moi, je suis une sorte de souverainiste européen, si vous voulez. Donc je dis qu'on va abandonner notre modèle social face aux Américains. Et donc je pose la question au gouvernement français, je leur dis, mais c'est une mauvaise idée. Et réponse des gens, ouais, c'est vrai que c'est une mauvaise idée, mais nos entreprises sont pour. Et nos entreprises sont massivement pour parce qu'on va peut-être gagner quelque part de marché, notamment... Oui, pas beaucoup. Rien. Un point. Rien. Mais parce que le problème de cet accord de libre-échange, c'est quoi ? C'est que c'est une négociation du fort au faible. Parce que l'Union européenne, elle est divisée. C'est 27 États, en réalité. Chacun défend ses propres intérêts. On n'est pas complètement d'accord. Donc, par exemple, nous, on défend juste notre exception culturelle. Les Allemands, eux, ils ont dans l'idée d'exporter davantage de voitures. Voilà. Et en face, on a un bloc américain qui a un but de guerre, et son but de guerre, c'est quoi ? C'est d'imposer sa conception du commerce et ses normes, son modèle de société, son poulet chloré, ses carcasses de porc nettoyées à l'acide lactique, etc., aux Européens. Et dans une négociation comme ça, c'est évidemment le pays ou le continent qui a le plus de normes, qui est le plus protecteur, qui a le plus à perdre. Et on perdra... Enfin, ce que vous dites, en fait, c'est qu'on aurait dû organiser déjà l'Europe avant de négocier avec les Américains, parce qu'on va se faire bouffer tout cru, c'est ça que vous dites. Un diplomate suisse qui n'est pas dedans, se marrait récemment, j'avais un déjeuner avec lui, il dit « Mais il faut être fou pour négocier avec les Américains. Il dit « Nous, par exemple, on n'a jamais négocié un accord de libre-échange avec les Américains parce qu'ils sont trop puissants, c'est nous qui sommes demandeurs. Mais en revanche, nous sommes en train de négocier un accord de libre-échange avec les Chinois, qui, eux, rêvent de nos machines-outils et rêvent de nos montres. Donc, on est en train de leur imposer... nos normes, parce qu'ils sont demandeurs, mais pas avec les Américains. Oui, il est d'accord avec vous, c'est une non, mais on est d'accord, mais qui a confié tant de pouvoir à des gens non élus ? Qui a mis en place ces institutions ? Ce sont les dirigeants français du PS et de l'UMP pendant 30 ans. Et quand il y a eu un référendum en 2005 et que le peuple français a dit non comme le peuple hollandais, on a traité le peuple comme rien et on a fait revoter après uniquement par les parlements. Bien sûr. Pourquoi je m'étais opposé à la Constitution européenne et ensuite au traité de Lisbonne ? C'est parce qu'on a abandonné le droit de veto et on l'a gardé que sur les affaires culturelles. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que maintenant, on a confié le mandat de négociation à M. Barroso, qui est vendu aux Américains. Tout le monde le sait. Barroso, ce qu'il faut savoir, c'est quand il était jeune, il était maoïste. Mais ils finissent toujours comme Maintenant, il est devenu libéral, mondialiste, atlantiste. Il a soutenu Bush sur la guerre en Irak. Au moment de la crise, il n'était pas trop pour réguler les banques, à l'époque des subprimes. Il a défendu la circulaire Bolkestein, la fameuse circulaire du plombier polonais. Et en fait, ce Barroso, très ambitieux, il veut être patron de l'OTAN, patron de l'ONU. Donc qu'est-ce qu'il fait ?
bah, il est servile avec les Américains. Voilà. Oui, mais le vrai problème, Thierry Ardisson, c'est que la France aurait dû dire stop. On avait encore le droit de veto là, mais on l'a fait pour le milieu culturel, très bien. L'exception culturelle, bravo. Mais les agriculteurs, bien sûr, ils n'existent pas. Les ouvriers, ils n'existent plus. Ça veut dire, c'est quand même, attendez, incroyable que le protectionnisme, c'est bon pour les acteurs de cinéma, pour le milieu culturel parisien, mais le protectionnisme, c'est pas bon pour les autres. Cette exception culturelle, c'est formidable, évidemment. Enfin, c'est vrai que ça concerne surtout le cinéma, en fait, et puis les quotas de chansons françaises dans les radios. Non, ça concerne tous les financements de la culture, où Barroso, je trouve, n'est quand même pas très reconnaissant par rapport à ses couleurs portugaises, puisqu'il est portugais, c'est que le cinéma français, dans sa dynamique de financement unique, que les autres cinéastes de tous les autres pays nous envient, il finance évidemment le cinéma français. Le cinéma portugais, il n'y aurait pas un film portugais s'il n'était pas financé par les Français. Fait des films, exactement. Mais Thierry Ardisson, ça veut dire que quand je parlais pendant la présidentielle du protectionnisme, on me critiquait sur les plateaux télé. Mais c'est curieux, le protectionnisme, il marche très bien quand il est intelligent sur le cinéma. Le cinéma français n'est pas derrière des murailles, il affronte la compétition, Artiste a gagné un Oscar. Et pourquoi nos usines n'auraient pas le droit à un protectionnisme intelligent comme font tous les grands pays du monde? Non mais simplement, si Barroso a agité l'exception culturelle, c'est juste pour un chiffon rouge, vous savez la muleta là, comme dans une corrida. Donc c'était pour que tous les Français tombent dedans. Et effectivement, on est tombé dedans. Parce qu'en fait, il y a 3 lignes rouges en France, et on s'agitera toujours, c'est le siège du Parlement à Strasbourg, la politique agricole commune et l'exception culturelle. Et là, il s'est dit, qu'est-ce que je peux faire pour attirer l'attention sur autre chose que le cœur de mon projet transatlantique? Eh bien, je vais sortir l'exception culturelle. Le problème maintenant, nous, dans cette grande négociation transatlantique, c'est qu'on n'a plus rien à négocier. Non, alors, attendez, il faut voir qu'à chaque fois qu'on a négocié de tels accords, les 3 derniers se sont plantés. Je vous rappelle par exemple l'ACTA, qui était un accord de libre-échange aussi, enfin en matière de propriété intellectuelle. Ça a échoué devant le Parlement européen. Vous avez eu 90% des parlementaires européens qui ont dit non. Fin du truc. C'est-à-dire qu'au dernier moment... Vous pensez que le Parlement européen, in fine, s'opposera... Ce sera l'enjeu des élections européennes. Il y aura ceux qui ont voté pour tous les accords de libre-échange depuis des années, au Parti Socialiste, à l'UMP, qui fonctionnent pareil depuis 20 ans. Et puis il y aura ceux... Il y aura Dupont-Aignan. Mais pas que moi, il y en aura d'autres. Il y aura des listes. Et comment ça sert, le Parlement? Mais le Parlement européen, il n'a pas le droit de veto final total. Non, mais vous voyez, ça sert. Ah si, sur l'accord de libre-échange, il a totalement le droit de veto. Non, mais c'est bien, il y a quand même les parlementaires qui votent. Sauf qu'on a vu beaucoup de députés européens, UMP ou PS, qui à Paris étaient pour l'exception culturelle, l'exception agricole et tout le tintouin, et qui, une fois à Strasbourg, se couchaient. Donc, l'enjeu, c'est de ne pas reproduire ce qu'on a fait, qui fait qu'il y a 1000 usines qui ont fermé en 3 ans. 1000 Le grand usines. problème de Nicolas Dupont-Aignan, quand il parle de l'Europe ou de la France, j'ai l'impression que maintenant nous vivons au Zimbabwe ou en Égypte. Il ne faut quand même pas oublier que la première puissance économique mondiale, la première puissance commerciale mondiale, c'est l'Europe, mais bien plus que les États-Unis. Et pourquoi on a peur de la négo avec eux alors? C'est une très bonne... Alors, une excellente question. Moi, j'ai peur parce que je pense qu'au final, on risque d'être divisé. Et c'est pour ça que je compte beaucoup sur le Parlement européen, qui va être élu en 2014, pour éventuellement bloquer un mauvais accord. Mais il est possible, allez savoir, que les Européens soient bien unis. Il est possible qu'à la fin, c'est nous qui imposions nos normes aux Américains. Je demande à voir. Il y a une chose quand même, c'est que Obama, sur l'histoire de l'exception culturelle, il a appelé Hollande, et Obama, tout en sympa et tout, cool. Pas du tout. Il a dit, je ne plaisante pas. Mais Obama... Il a dit, si vous n'acceptez pas ça, il y aura des mesures de rétorsion qui seront terribles. Et ça, c'est quand même leur spécialité. C'est quoi les mesures de rétorsion? Par exemple, je mets un droit de douane sur le camembert, je mets un droit de douane sur les voitures françaises, le foie gras, etc. Alors, dernière chose, last but not least, ce traité transatlantique, il est négocié en secret. Il n'y aura ni débat, ni vote. Maman, il va quand même passer devant les parlementaires européens. Mais ça parlera devant le Parlement. In fine, ça sera adopté par les États membres et ensuite par le Parlement européen. Et s'il y a des litiges, on fait appel à un tribunal arbitral. Et on sait, les tribunaux arbitraux, on voit ce que c'est avec l'affaire Tapie. Mais attendez, ça veut dire quoi? Je vous prends un exemple. Si vous avez une entreprise américaine, si par exemple on accepte le poulet lavé au chlore, ce que demandent les Américains, si vous avez une loi un jour en France ou en Allemagne, qui dit, une nouvelle majorité, qui dit « j'interdis le poulet au chlore », eh bien, il n'y aura pas de justice, il n'y aura pas le droit, il y aura un tribunal arbitral, et privé, euro-américain, et l'entreprise portera plainte. Ça veut dire que la démocratie
a définitivement disparu. Là, vous remontez dans le cœur de Caroline. Oui, elle me voyait comme un vieux facho. Et là, elle commence à se dire... Non, pas vieux, Pas vieux. Bon, c'est déjà S'il faut que je bouffe du poulet au chlore, elle se dit quand même... Non, le poulet au chlore, c'est sûr. Non, mais la Commission européenne qui a décidé qu'il n'y aurait pas de traçabilité sur les plats cuisinés. Ouais. C'est-à-dire que le gouvernement français l'a demandé, mais comme on a confié les pouvoirs à cet organisme non élu, elle décide pas de traçabilité. Les poissons d'élevage ont le droit d'avoir des cartilages de porc pour les nourrir. Ah. Décision de la Commission européenne. Ça, c'est débile. Mais attendez, il fallait pas donner le pouvoir à ces gens-là. Bien. Alors, dernière chose, cette histoire, puisque ça vous concerne quand même, vous êtes un homme de culture, c'est l'histoire d'exception culturelle. Est-ce que vous croyez qu'on va pouvoir tenir ça longtemps? Je pense que ça tiendra parce que ça a une réalité dans toute notre vie. On passe notre vie à profiter de création culturelle et ça a un sens. Et je pense que dans beaucoup de pays d'Europe, les gens savent qu'il faut un système comme celui-là. Ouais. Les Anglais sont en train de diablement évoluer sur le plan du financement du cinéma anglais et de la protection de la création anglaise. Les Pays-Bas aussi, les Nordiques depuis longtemps, les Allemands de plus en plus. Il y a un modèle français qui est assez vertueux. Le mot exception fait un peu prétentieux. Diversité. Donc il vaut mieux dire diversité. Oui, absolument. Oui, mais moi, vous voyez, ce qui me fait beaucoup de peine dans tout ça, c'est que les ouvriers et les agriculteurs, eux, ils sont pas sur les plateaux de télé. Oui, ils sont pas médiatiques. C'est que les gens peuvent crever dans les villes de province. Et c'est très bien, moi j'ai approuvé l'exception culturelle. C'est pas populiste, c'est la réalité. Vous êtes quoi, vous êtes un ouvrier? Et alors, mais moi je suis élu de la nation. Oui, bah, et j'ai été élu, vous êtes élu, 3 mais vous fois. N'êtes pas l'ouvrier, vous êtes énarque, etc. Je suis, et alors, vous êtes je défends le peuple. Vous êtes énarque, Salomon. Et alors, j'ai le droit de le défendre, et j'ai pas le droit. Mais attendez, au nom de quoi? Attendez, non, c'est pas fatigant. Non, c'est pas fatigant. Parce que le boulot d'un élu... Non, je suis désolé. Le boulot d'un élu de la République, c'est pas de faire des beaux discours et de se coucher quand des mauvaises décisions sont prises. Et si les Français détestent autant les hommes politiques, et vous le savez très bien, et si le Front National d'ailleurs monte autant, c'est parce que cette classe politique a tout abandonné. Bon. Jean, merci d'avoir été avec nous. Caroline, merci d'avoir été avec nous. Nous sommes toujours en compagnie de Pierre Lescure, de Nicolas Dupont-Aignan, d'Yvan Le Bolloc. Et nous accueillons notre invité du samedi 20h, ce soir, Guillaume, bonsoir. Bonsoir. Alors que la France retire progressivement ses troupes d'Afghanistan, l'heure est au bilan, 88 morts. Mais pour vous, soldats des troupes d'élite, le bilan, c'est que l'Afghanistan a été la plus belle expérience militaire de votre carrière. Vous en êtes revenu, ni amer, ni traumatisé, bien au contraire. Pour vous, dites-vous, l'Afghan, c'était vraiment le top. Exactement. Vous nous raconterez votre histoire à 20h. Et maintenant, j'accueille Gaspard Proust pour « Elle est pas belle, la vie ». Comeback, cette semaine a commencé par une polémique, comme seul ce joli pays sait en produire. Hein. Cahuzac à l'Assemblée nationale, DSK au Sénat, je ne vois pas ce qu'il y a de choquant. Ça fait 1 an qu'on a héros à Matignon, donc... Politique toujours, la menace brune a été écartée de Villeneuve-sur-Lot. C'est vrai que c'est une menace terrible. C'est vrai. Moi, j'ai entendu parler le gars du FN, la Bousquet-Cassagne. Mon épicier chinois a plus d'éloquence, hein, alors qu'il ne parle pas français. En tout cas, si durant les municipales de 2014, il y aura ce fameux raz-de-marée du FN qu'on annonce, hein, ça risque de sentir assez vite la moule et le bulot dans les mairies. Politique et morale, Bernard Tapie, il est fort, c'est mon héros, quoi, ce mec. C'est le seul type qui est capable d'arriver en garde à vue et de se débrouiller pour qu'on inculpe aussi son avocat. Désolé. Lui, il se balade toujours avec un avocat de secours. On ne sait jamais si... Bon, c'est un habitué. À ce stade, Tapie, il doit avoir un double des clés de sa cellule. Mais c'est vraiment un gâchis, hein. Vu ses affinités avec la justice, au lieu de perdre son temps à lancer des journaux, il ferait mieux de racheter Fresnes ou les Baumettes et puis de... C'est vrai, quand on regarde sa carrière d'entrepreneur, la seule boîte qui fait tourner, c'est le parquet. Hein. Ouais. Politique toujours. Montebourg déclare que Barroso est le carburant du FN. Il est un peu en retard, Montebourg. Hein. Ça fait longtemps que le FN carbure à l'arabe et au rhum plutôt qu'au portugais. Hein. Je crois, je sais pas. Non, mais c'est quand même c'est étonnant, cette situation. Hein. Un portugais ultralibéral, patron de l'Europe,
À quand un taliban membre des Femen? Justice. Selon un ex-détenu dans les prisons chinoises, les prisonniers font des écouteurs pour des compagnies aériennes. Ouais, 70 heures par semaine, payés 1 euro. J'ai essayé de faire le calcul horaire, mon ordinateur a planté 3 fois. Alors évidemment, forcément, ça a donné des idées. On a essayé la même chose dans les prisons françaises. Ça n'a pas marché. Les matons n'étaient pas assez travailleurs. Sport. Affaire Jalabert. C'est terrible ce qui arrive à ce moment-là. Est-ce vraiment nécessaire d'accabler un type dont le palmarès prouve que le dopage ne marche pas? Non mais il a gagné 4 étapes du Tour dans sa vie, quoi. On a dû lui injecter un placebo, c'est pas possible. Alors moi j'ai vu son témoignage, alors c'est les aveux à la Jalabert, quoi. En termes de défense, Virenque à côté c'est Maître Vergès. C'était vraiment le type, ouais bon, j'arrivais dans la roulotte, on me faisait des swings. Tu sais, le type il rentre dans la caravane, il montre un genou écorché, on va dire non, on va pas prendre de risque, on va faire 2 piqûres, une transfusion, comme ça sera bien désinfecté, tu sais. T'inquiète pas, Et Jalabert, ça doit être le seul mec qui fait un séjour en thalasso et qui s'étonne qu'il n'y ait pas de machine à dialyse, tu sais. D'ailleurs, cette année, on nous promet pas de dopage. Pas de dopage. De toute façon, il n'y a pas besoin. Qu'est-ce que le Tour de France? C'est quoi? 3400 km, 21 étapes, 2 jours de repos, 6 étapes de montagne, une moyenne de 40 km/h. En général, tu prends 2 gouttes d'huile essentielle le matin, c'est bon, hein. Alors, sport toujours. Laurent Blanc, nommé au PSG. Bah, c'est normal, c'est la période du repêchage au bac. Le choix de Laurent Blanc, c'est vraiment, comment dire... Tu sais, quand t'es dimanche, ton frigo est vide, puis t'arrives lundi matin au supermarché, les rayons sont pas encore remplis, et t'as qu'une boîte de cassoulet Leader Price qui est encore là, tu vois. Et tu te dis, bah... Enfin, ça m'a fait penser à Laurent Blanc. Fonction publique. L'ENA veut changer le profil des élèves qu'elle recrute. Alors maintenant, l'école désire des candidats avec de la personnalité et des exemples de transparence. Enfin, la personnalité et de la transparence. Enfin, ça va donner des Mick Jagger en plexiglas. Je sais pas. Taxi parisien. Samina Seri a brisé une vitre. Bah, on postule comme on peut chez Carglass, hein, chacun est... Alors l'affaire, bon, il y a une rixe devant une boîte de nuit, résultat, il a eu une interruption temporaire de travail de 8 jours. Ah bon? Travaille toujours? Enfin, il fait des... Je ne veux pas critiquer Taxi, pas insulter le cinéma. Enfin, Taxi, c'est quand même le seul film au monde qui essaye de te faire croire qu'on peut doubler une Porsche avec une Peugeot, quoi. Affaire Méric. L'enquête avance. Alors, apparemment, il aurait sauté dans le dos du skinhead. Prendre un mec de dos et décéder, à part quand une capote pète. Attention, je vois que ça crée un malaise. C'est une mort un peu à la con. C'est vrai que le jeune, il avait de l'avenir. Je veux dire, Jospin, avant de devenir un mec sérieux, il a été trotskiste. Donc, si on avait laissé la paix à Clément, peut-être qu'en 2017, il soutenait NKM. Je ne sais pas. Dans la foulée, les JNR ont été dissoutes. Bah oui, Serge Ayoub a convoqué ses 4 potes et il leur a dit « Bon, il faut qu'on arrête de se voir, là. » On est trop visible, là, notre mouvement, ça commence à... C'est très émouvant. Surtout lors du vote à main levée, c'était... Bon coin. Une famille rome a vendu son gamin 15 000 euros. Oh, ça va, il a été rendu. Belle opération, hein. Avec les portefeuilles ramenés, la famille a fait une plus-value de 5 000 euros. Mariage gay, on va finir en un peu de douceur. Enfin, un maire refuse de marier des gays. Je vois pas pourquoi on le critique. C'est quand même vachement gentil de sa part de pas vouloir gâcher la fête. Le maire, il va leur dire quoi? Bon, ben, Robert, est-ce que vous voulez vraiment prendre pour époux Sylvian, c'est ça? Excusez-moi, je peux vous appeler Sylvie parce que sinon on va pas... Maintenant, vous pouvez vous serrer... Enfin, Je vais mettre de dos. Non, de biais, parce que sinon j'ai peur. Enfin, je trouve que c'est vraiment un acte citoyen de pas célébrer le mariage quand on n'en a pas les moyens. Voilà. Je pense que c'est...
Putain, c'est vachement engagé que je dis, j'ai l'impression d'être Sophia Aram. Bonne nouvelle. Y en a-t-il une? Oui, Hollande rend hommage à Aimé Césaire, qui salue une figure intimement liée à l'esprit de la République. Bon, oui. En même temps, moi, j'ai écouté la compagnie créole ce week-end, j'en ai pas fait tout un plein. Alors, pas belle la vie? Voilà, c'était Gaspard Proust. Je vous retrouve ici la semaine prochaine. Et d'ici là, sur canalplus.fr, vous pouvez suivre l'actu de l'émission et réagir sur Twitter via le compte Les Terriens et le hashtag SLT. On passe maintenant à notre invité du samedi 20h. Guillaume, rebonsoir. Bonsoir. Vous êtes né le 20 février 1985 à Paris, père commercial. Votre mère travaille dans la poissonnerie qui appartient à la famille depuis plusieurs générations. Et donc, vous n'êtes pas issu du tout du milieu militaire au départ. Hein? Du tout. Alors, à l'école, vers 6 ans, vous commencez le sport, foot, natation, handball, athlétisme. Ouais, c'est vrai que j'ai toujours fait du sport depuis le plus jeune âge. Et finalement, c'est quelque chose qui m'a beaucoup servi par la suite. Ouais. Alors, vous avez 12 ans quand vos parents divorcent. Vous décidez de vivre avec votre mère. Et heureusement, les activités sportives vous aident à surmonter cette période un petit peu compliquée de votre vie. À 14 ans, vous commencez la boxe française et à 16 ans, la boxe thaïlandaise. Vous comprenez très vite que vous n'êtes pas fait pour les études, Guillaume. Disons que j'étais pas spécialement mauvais, mais je savais que j'allais pas rester très longtemps. Voilà. À 17 ans, vous partez habiter chez votre père et en première, vous décidez donc d'arrêter le système scolaire. Vous dites, je voulais un job dans lequel j'étais sûr de pouvoir m'éclater, je voulais accomplir quelque chose d'utile, pourquoi pas servir la France? Déjà, je savais que c'était un métier qui me correspondait de par les activités sportives qu'elle propose. Alors vous vous retrouvez sur une base militaire près de Bordeaux avec une cinquantaine de garçons de votre âge. Vous décidez de tout donner pour ces tests, car vous savez que les premiers seront orientés vers les unités commando, c'est-à-dire l'élite de l'armée, quoi. Exactement, ouais. Bien entendu, quelqu'un qui va être un petit peu en surpoids ou quelqu'un qui va être dérangé psychologiquement ne sera pas envoyé dans des unités commando. Alors, il y a des marches de 2 jours sans s'arrêter, avec 60 kilos sur le dos. À l'arrivée, au lieu de dormir, on vous fait faire des exercices. Et quand vous allez dormir, on vous réveille au bout d'1 heure ou 2 avec des grenades à plâtre. Hein. Bien sûr, ouais. Entre autres. Il y en a beaucoup qui abandonnent. Ouais. Ce qu'il faut savoir, c'est que dans ce genre d'unité, c'est 80% dans la tête, 20% de physique. Même si la douleur physique, il n'y a pas de surhomme, hein, tout le monde l'a subi. Mais ça passe avant tout par le moral et dans la tête. Ouais. Oui. Alors la devise, c'est entraînement difficile, guerre facile. Évidemment, quand on va partir sur les territoires étrangers, des territoires hostiles, on n'a pas le droit à l'erreur. Il faut que les gestes deviennent des automatismes. Alors en 2005, vous êtes envoyé en Côte d'Ivoire, donc en zone rebelle. Alors là, c'est une opération de maintien de l'ordre et de collecte de renseignements auprès des chefs de guerre. Hein. Vous dites, je tire même pas une seule balle. Vous êtes déçu de ne pas avoir tiré? Pas du tout. On est là avant tout pour aider un pays à se reconstruire et à aider les populations. Alors au retour, vous reprenez votre entraînement, vous travaillez l'intelligence situationnelle pour réagir au stress dans les conditions extrêmes, ce que vous appelez le drill. Il faut que les gestes deviennent instinctifs pour pouvoir réagir correctement le jour où ça va clasher. Ouais. Alors, vous retournez ensuite quelque temps en Côte d'Ivoire et puis on vous prépare pour le Liban. On vous apprend tout du pays dans lequel on vous envoie, la géographie, la politique, les techniques de combat. Vous dites, on ne part pas la fleur au fusil. Hein. Non, effectivement, on a sur une mission de 5 à 6 mois, on va avoir 5 à 6 mois de préparation. Quand on arrive sur place, il faut qu'on sache de quoi on parle, qui on a en face de nous et dans quel milieu on va évoluer. Ouais. Alors le Liban sera votre première zone de conflit difficile parce qu'en fait là-bas il y a des souterrains qui sont des caches d'armes. Ouais. Donc vous êtes à la recherche de ça. Évidemment il y a le Hezbollah qui est tout puissant. Vous cherchez à collecter des renseignements sur les leaders du Hezbollah. Alors il y a aussi un truc terrible que vous racontez, c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les sous-munitions, c'est-à-dire c'est des bombes qui sont remplies de petites bombes et qui explosent quand on marche dessus. Vous dites des fois quand on voit une vache exploser dans un champ, c'est parce qu'elle a marché sur une sous-munition. L'intelligence qu'ont eu les gens qui ont largué ces sous-munitions, c'est qu'ils les ont larguées à très basse altitude. Ouais. Ce qui fait que toutes les sous-munitions sont maintenant dans les branches d'arbres, etc. Ouais. Et une fois qu'elles retombent, elles nous pètent à la gueule. Ouais. Donc ça peut être assez dangereux. Ouais. Alors là, vous êtes au Liban. Alors, pour le sexe, c'est un peu compliqué. Hein.
Parce que dans l'armée, il y a 15% de femmes, mais vous n'y avez jamais goûté. Hein. Il y a les filles locales, évidemment. C'est vrai qu'en Afrique, autour des bases militaires, il y a pas mal de prostitution. Mais vous n'êtes pas dans les bases militaires. Vous êtes beaucoup plus loin. Dans les pays musulmans, vous dites on ne croise jamais une femme. La seule solution, c'est la main droite. C'est une frustration quand même. Non, enfin, pas pour ma part en tout cas. Et l'argent, alors, ça gagne combien de faire ça? Pour certains jeunes qui s'engagent à l'armée, qui partent sur des terrains hostiles, certains ne rentreront pas à la maison. Hein. Il y a des jeunes qui ont 18-20 ans qui vont rester sur place. Il y a des gens qui vont gagner entre, je sais pas, 1200 et 1400 euros. Pas plus? Sur le sol français, je parle. Hein. Oui, quand ils se déplacent à l'extérieur, ils vont être payés fois 1,5. Ce n'est pas non plus énorme. C'est pas énorme. Hein. Alors, après le Liban et votre dernière mission en Côte d'Ivoire, vous recevez enfin votre ordre de mission pour l'Afghanistan. Alors, votre mère est paniquée, évidemment, mais vous êtes très heureux. Moi, je suis très heureux parce que je vais fermer un petit peu un cycle. C'est-à-dire qu'on sait qu'en Afghanistan, à l'époque, c'est la guerre. On est heureux de partir parce qu'on sait qu'on va faire le boulot pour lequel on a été formé. Mais à côté de ça, on appréhende un petit peu parce que forcément, peut-être qu'on ne rentrera pas tous à la maison. Alors, arrivé à Kaboul, la première chose qu'on vous donne, c'est un gilet pare-balles. Ça annonce la couleur. De toute façon, on le voit tout de suite en arrivant. C'est une atmosphère très pesante. C'est une ambiance particulière. On sent que le pays est en guerre depuis très longtemps. Il y a beaucoup de relief. L'Afghanistan, c'est que de la montagne et du caillou. Donc, on a un petit peu l'impression d'être sur Mars en arrivant. L'adrénaline commence à monter, là. Pas encore. Pas encore. C'est vrai qu'il fait moins 20 en décembre et 50 en juillet, quand même. L'hiver dure très peu de temps. Décembre, janvier, il fait très très froid. Mois de mars, il fait hyper chaud. Donc c'est un climat très compliqué. On monte tout de suite en altitude. On est très vite à 3-4 000 mètres. Kaboul, c'est déjà, si je dis pas de bêtises, à 2700 mètres d'altitude. On est tout de suite mis dans le bain. Alors ce qui est compliqué, c'est de faire la différence entre les Afghans et les talibans. Hein. C'est quasiment impossible. Les talibans sont des villageois. C'est des mecs qui sont habillés comme les autres. Parfois, ils dissimulent même leurs armes de leur par-dessus. Donc, on a beaucoup de mal à les distinguer. Alors, la plupart du temps, vous évoluez dans les montagnes avec 80 kilos sur le dos. Et un jour, donc, un accrochage arrive. Alors, c'est des insurgés qui tirent une roquette sur un village où se trouvent des troupes françaises. Et là, vous dites, putain, c'est bon, là, ça commence à péter. Donc là, vous y êtes, quoi. Première sortie. Ça fait 2-3 semaines qu'on est sur le territoire. La première mission. Et à ce moment-là, on se dit, c'est parti. Il est 9h du matin. Pendant les 6 mois durant lesquels vous serez en Afghanistan, vous irez 9 fois au feu. Et certains accrochages durent 5 heures, quoi. C'est quand même... Ça peut durer très longtemps, ça peut durer très longtemps. On s'en rend pas forcément compte. Dans le feu de l'action, avec l'adrénaline, le stress, etc., on ne voit pas leur passer. Vous vous rendez compte que lors de votre premier accrochage, vous n'avez pas bu, donc vous apprenez à boire, et puis surtout à économiser des munitions. Effectivement, si c'est pour tout cramer, la première fois, s'il reste 10 heures de mission à faire et qu'on retombe sur un groupe après, là, on est mal. Vous avez tué des gens? Tuer, c'est un terme que j'aime pas vraiment parce que on peut être amené à rencontrer des groupes insurgés. Si on a en face de nous quelqu'un d'un peu virulent, enfin un groupe un peu virulent et qu'on part d'un point A et qu'on doit arriver à un point B, que ce groupe se trouve sur ce chemin-là, effectivement, on peut être amené à avoir une très haute cadence de tir jusqu'à destruction de la cible. Vous avez une idée du nombre de cibles que vous avez éliminées? Pas du tout. Et puis, à vrai dire, je ne sais pas vraiment compter. On avait une mission à remplir. Il ne fallait pas se mettre sur notre route. Voilà. Le fait de tuer des talibans, est-ce que ça vous déculpabilise? Parce que c'est quand même des mecs comme ça qu'on fait sauter le World Trade Center. Donc, de toute façon, ce sera lui ou moi. Donc, dans ce genre de situation, je réfléchis pas, quoi. Pas de remords, pas de regrets. Pour un soldat, vous dites 4 mois au carton, c'est mieux que 4 mois de vacances. C'est un peu provocateur, mais ceci dit, quand on nous propose ce genre de mission, c'est un petit peu l'aboutissement d'une carrière. Et puis alors, il y a des souvenirs, il y a des souvenirs incroyables. Par exemple, un jour, les soldats des deux bords, les talibans et vous arrêtez de tirer pour laisser 2 femmes traverser un village. Quoi. Ça peut arriver. Ça peut arriver, Ceci dit, c'est pas fréquent. Alors, le retour à la vie civile passe par Chypre, avec visite chez le psy, pour détecter s'il y a des syndromes post-traumatiques. Vous, ça va, hein? Moi, ça va, mais il faut rappeler qu'il y a beaucoup de gens qui rentrent traumatisés, pour ceux qui rentrent. Et puis Chypre, c'est des gonzesses aussi. On en a essayé de les trouver, malheureusement. Mais qu'est-ce que vous foutez, Guillaume?
Mais bon, on allait rentrer sur Paris 3 jours après, donc ça allait. Ça va, On était pas à 3 jours. Au retour, justement, vous recevez la croix du combattant et la croix de la valeur militaire. Est-ce que vous êtes interrogé, en fait, un jour, sur le bien fondé de l'intervention de la France en Afghanistan, c'est-à-dire ce droit d'ingérence que les Occidentaux s'octroient assez facilement, finalement? Si l'intervention n'avait pas eu lieu en Afghanistan, ça aurait pu être plus grave que ça ne l'est aujourd'hui, sur le territoire français. Mais il vaut mieux aller faire la guerre là-bas que de la faire ici. D'accord. Alors, en retour, vous êtes crevé, mais vous dites, 1 an plus tard, je serais peut-être reparti. Bien sûr, même 6 mois après, on m'a dit de repartir, j'aurais remis le sac et je serais reparti. Alors aujourd'hui, vous montez un resto avec votre cousin en Floride, mais peut-être qu'un jour, vous repiquerez au truc, peut-être un service privé de sécurité en Afrique, des choses comme ça, quoi. Pourquoi pas? Vous n'allez pas devenir mercenaire comme Bob Denard, quand même? On ne sait pas ce que nous réserve l'avenir. Peut-être qu'un jour, je pourrais être amené à repartir sur des terres connues ou inconnues. On ne sait pas, on verra. Je pense à une phrase qui est au Monument de la Résistance à Paris, de Jean-Paul Sartre, qui dit « Le choix que chacun faisait de sa vie était authentique parce qu'il était en présence de la mort ». C'est une phrase magnifique sur la résistance. Et voilà, une grande admiration pour tous ces hommes et ces femmes qui défendent notre pays. Et chapeau, quoi. Merci de votre témoignage. Voilà, c'était Salut les Terriens, votre talk du samedi avec Caroline Vigneault. Pour Caroline Vigneault, quitte la robe à la Comédie de Paris. Pierre Lescure. Merci Pierre d'avoir été avec nous. Nicolas Dupont-Aignan, député de l'Essonne, président de Debout la République. Merci. Yvan Le Bolloc. Le spectacle s'appelle Tous les chemins mènent au Rhum, en tournée dans toute la France, avec des hérissons grillés. Jean Quatremer de Libération et Guillaume, merci de votre témoignage. Merci à vous. Je vous conseille la lecture de l'excellent magazine Néon Magazine, bimestriel, qui devient mensuel à partir du mois d'août. Merci à tous ceux qui m'ont aidé à faire cette émission. Rendez-vous ici la semaine prochaine et d'ici là sur canalplus.fr avec en bonus le top des vannes, l'édito de Blacko, l'édito des Gréments et Gaspard Proust. Salut les Terriens. Et pour être sûr de ne rien rater de Inarditube, abonnez-vous et mettez un pouce bleu.